Bonjour à toutes et à tous, je suis David Galrenier, directeur technique contenu usage au sein du pôle de compétitivité Imaginov. Je suis ravi de vous avoir pour ce premier webinaire de l'année 2022 consacré à l'innovation dans les industries culturelles et créatives. Aujourd'hui sur le design de la technologie, que ce soit produit, interface et expérience, avec qui nous discuterons avec Pierre-Alex, qui est le fondateur de l'agence Distorsion, basée à Lyon. Et avant de laisser la parole à Pierre-Alex, comme d'habitude, tout d'abord, je vais vous souhaiter tous mes vœux de bonheur, de santé, de réussite pour l'année 2022 et commencer à introduire aussi un petit peu, vous rappeler très rapidement le cycle des webinaires qu'on organise sur l'innovation dans les industries créatives. Donc, comme vous le savez, on a déjà réalisé 3 webinaires sur le sujet avec Praxinos sur les plugins Unreal, Foliascope sur l'innovation dans le cinéma d'animation, notamment en stop motion. Le mois dernier avec Graham sur la programmation en temps réel audio, et donc aujourd'hui avec Pierre-Alex et l'agence Distorsion sur le design de l'innovation, et nous aborderons aussi les questions de droit, tout simplement avec Osmose IT sur les productions audiovisuelles, notamment avec une solution de stop motion, de motion design avec Left Angle et une solution d'animation aussi pour VGC Software dans l'animation 2D. L'idée de ces webinaires, c'est de montrer, avoir l'innovation dans les industries culturelles et créatives et si possible en mettant en exergue nos adhérents et les compétences sur le territoire, mais pas que. L'idée étant aussi de vous donner rendez-vous régulièrement et de vous proposer une visibilité sur les aides et les appels à projets potentiellement qui pourraient vous intéresser. Pour les adhérents et non-adhérents, déjà les non-adhérents, c'est possibilité de retrouver tous les webinaires sur notre chaîne YouTube, dans lequel vous avez la playlist l'innovation dans les ICC qui vous permettra de retrouver ce webinaire et les webinaires déjà réalisés. Et pour les adhérents Minalogic, de retrouver aussi toutes les informations et la communauté industrie culturelle et créative et les industries et les technologies des contenus à travers la plateforme WAM, qui est la plateforme numérique basée sur JSpot, qui permet à chacun d'échanger avec la communauté en interne et de bénéficier de quantité d'informations qui peut l'intéresser. Comme je vous le disais, premier tour je dirais, d'actualité au niveau des acteurs. J'ai oublié de le mentionner. On a la chance d'être soutenu dans cette initiative par plusieurs structures de la région. Donc il y a Game Only, Le Damier, il y a Citia, Auvergne-Rhône-Alpes, Spectacle Vivant, et j'en oublie un, La Cartoucherie. Voilà. Donc je profite de cette introduction aussi pour faire un petit tour d'actualité de nos partenaires. Donc avec Game Only qui, comme je vous l'avais évoqué le mois dernier, a mis en place une série d'événements concernant la démarche QVT, donc qualité de vie au travail. Comme vous pouvez le voir, un événement a eu lieu hier concernant la santé au travail. Il reste encore trois événements sur le sujet. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à reprendre contact avec Game Only pour pouvoir en bénéficier. Vous indiquez aussi que les Pégases 2022, ce qui correspond un peu au César ou aux Oscars, dans le jeu vidéo, entre dans sa période de vote. Donc, n'hésitez pas aussi à vous inscrire au niveau de la plateforme et devenir un potentiel électeur pour les projets de jeux vidéo qui ont déposé leur candidature. Rappel aussi sur le Valence Scénario, qui est le festival international des scénaristes et compositeurs qui aura lieu au mois de juin. Petit changement au niveau des dates limites pour déposer un projet. Donc il y a une prolongation jusqu'au 15 janvier. Pour certains pour les premiers longs métrages ou courts métrages, etc., qui pouvaient bénéficier d'un premier dépôt. Vous rappelez aussi que le Festival international d'animation d'Annecy aura lieu au mois de juin et que pendant notamment du 13 au 18, et que pendant cet événement, vous avez possibilité en amont de déposer un projet de film d'animation qui vous permettra, s'il est retenu, de le présenter et d'obtenir peut-être des financements nécessaires à la réalisation de ce projet. Donc sur les catégories court-métrage, long-métrage, séries et spéciaux TV,
coutume de parler anglais, et sur les expériences numériques. Donc la fin des inscriptions est le 8 février 2022 et je vous ai mis le lien pour aller déposer votre dossier. Ce qui concerne l'activité d'Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant, donc plusieurs événements, une dynamique assez forte sur la question de sensibilisation et d'animation au niveau de la structure. Donc plusieurs événements au mois de février, un sur la TVA dans le spectacle vivant, aussi une réflexion le 10 février sur tout ce qui est à destination des collectivités locales et donc sur les politiques publiques et territoires pour favoriser les démarches éco-responsables, et enfin sur l'agenda aussi régulier de l'association qui vous permet de rentrer en contact avec eux pour clarifier une situation ou résoudre un problème. Donc les rendez-vous du vendredi qui sont des rendez-vous téléphoniques. Autre actualité aussi, pour rappel, donc n'hésitez pas à postuler pour un accompagnement, une incubation sur les médias émergents. Donc c'est le programme Mediastar qui est porté par Yenco, notamment avec Link, qui est le labo de l'édition qui vous permet de bénéficier d'un accompagnement, d'une accélération sur votre projet. Date limite de candidature le 24 janvier, et n'hésitez pas à retrouver en replay le webinaire qui a été, la réunion d'information qui avait été organisée le 11 janvier. Autre actualité un peu plus culturelle, donc vous rappelez que le 7 janvier a été lancé Villeurbanne 2022. Pour rappel, Villeurbanne est la première capitale française de la culture, et donc toute une programmation aura lieu sur l'agglomération durant l'année. Donc n'hésitez pas à consulter le site et à bénéficier un petit peu de toutes ces actions qui vont être menées tout le long de l'année. Dans le même esprit, Clermont-Ferrand est en candidature pour devenir capitale européenne de la culture 2028. Donc, si vous voulez soutenir la candidature, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site officiel de Clermont-Ferrand Massif Central 2028.eu et de suivre l'actualité aussi à ce niveau-là. Et en parlant de Clermont-Ferrand, vous rappelez aussi que du 28 janvier au 5 février aura lieu le Festival international du court-métrage. Pour rentrer dans les questions des aides et des appels à projets et des aides, vous rappelez en préambule l'accompagnement de Minalogic. Donc on est sur un accompagnement en 4 temps. Donc c'est une première partie émergence, un accompagnement, labellisation et valorisation. Donc sur l'émergence, c'est déjà identifier les appels à projets qui pourraient vous concerner. Donc c'est un peu ce que je suis en train de faire aujourd'hui en vous présentant toutes ces aides et un potentiel, c'est d'identifier potentiellement des pistes de réflexion sur la nature du projet, d'identifier des potentiels partenaires et de rentrer progressivement dans une phase d'accompagnement, là où on va être davantage sur une consolidation du projet, donc relecture de dossier, mise en relation avec les bons partenaires retenus et ainsi de suite, jusqu'à dépôt qui passe par une lettre de soutien ou une labellisation en fonction de l'appel à projet et de la nature du projet, qui vous permettra de consolider à la fois le soutien d'un écosystème régional et surtout d'obtenir l'engagement de Minalogic, de passer sur la phase 4, qui, en cas de financement, de valoriser le projet. Donc, parmi les appels à projets, j'avais déjà évoqué sur le plan de relance PIA 4 concernant les industries culturelles et créatives. Je ne vais pas revenir, on a déjà abondamment développer la question. On a toujours en attente d'avoir officiellement le lancement de la deuxième vague des appels à projets, notamment alternatives vertes, d'avoir l'appel à projets qui soit ouvert sur les solutions de billetterie innovantes. Et idem, la deuxième vague sur les expériences augmentées du spectacle vivant et la numérisation du patrimoine et de l'architecture. Quoi qu'il en soit, si vous avez des projets sur ce type d'appel à projet où vous aimeriez déjà commencer à anticiper la publication de cette deuxième vague, n'hésitez pas à revenir vers moi pour qu'on puisse travailler ensemble sur le positionnement de vos projets. Aujourd'hui, sur les appels à projets ouverts, on a le service numérique innovant qui est ouvert jusqu'au 23 février. On avait abordé la question avec Nicolas Orsini de la DRAC qui vous avait présenté l'appel à projet la semaine dernière. Donc, n'hésitez pas, idem, à revenir vers moi si vous êtes en réflexion sur cet appel à projet. Ne pas oublier qu'il est important d'avoir un partenaire dans
partenaires acteurs culturels pour justifier votre expérimentation technologique. Je voulais aussi vous sensibiliser sur 2 communautés et vous inviter à vous inscrire dans la dynamique de ces communautés. La première est le Fresh Touch, qui est le mouvement porté par BPI France et qui vous permet de bénéficier aussi d'aide ou d'un accompagnement BPI France pour l'identification des bonnes sources de financement concernant votre projet, sachant que la démarche French Touch est peut-être moins technologique, mais plus portée sur la créativité. Deuxième communauté, c'est l'Institut français et le CTF Digital. Donc, je vous invite à inscrire votre structure, que ce soit une entreprise, un laboratoire, une institution, qui vous permet d'être visible au niveau de l'Institut français sur la plateforme qu'ils ont mis en place concernant qui est dédiée à la création numérique française. Donc, sur les arts numériques, expériences immersives, jeux vidéo, livres innovants et ainsi de suite. Et donc, c'est favorisé comme il se doit avec l'Institut français, la diffusion à l'international. Donc, le fait d'être référencé vous permet aussi d'être référencé dans cet écosystème que porte l'Institut français. Autre appel à projet, vous avez évoqué déjà depuis 2 webinaires, donc je ne vais pas revenir sur les aides potentiellement sur l'édition et portées par le Centre national du livre. Le contrat de filière, j'avais évoqué aussi pour les maisons d'édition au niveau de la région. Nouvel appel à projet identifié sur la culture et la santé 2022 au niveau régional qui vous permet de favoriser l'émergence d'initiatives culturelles dans les établissements de santé relevant des secteurs sanitaires et médico-sociaux du champ des compétences de l'ARS. Donc, c'est pas des structures culturelles qui portent le projet, mais c'est les institutions médicales. Et donc, l'appel à projet se clôture le 1er février. Niveau régional, toujours, appel à projet mémoire du XXe et XXIe siècle en région Auvergne-Rhône-Alpes, pour favoriser la démarche de connaissance dans le domaine des sciences humaines et sociales en lien avec les actions culturelles portant sur les mémoires des XXe et XXIe siècles. La cible est donc toute personne morale de droit public ou droit privé à but non lucratif, donc associations, collectivités locales et groupements, voire institutions de recherche. Et la clôture de l'appel a lieu le 15 mars 2022. Autre appel à projet moins orienté sur un axe des industries culturelles et créatives, mais qui permet malgré tout d'avoir un financement pour un projet collaboratif, donc avec 2 entreprises et un centre de recherche minimum pour des budgets totaux de 300 000 à 1 million d'euros. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi, l'accompagnement barbinologique est peut-être décisif dans le sens où une labellisation est requise pour pouvoir déposer un dossier, donc par un cluster ou un pôle de compétitivité. Dans le processus d'accompagnement minologique, nous proposons une journée d'audition le 4 février 2022 en vue de vous faire un premier retour, un feedback sur votre dossier et vous permettre de l'optimiser jusqu'au 16 février en sa date limite de dépôt. Je reste à votre disposition également pour cet appel à projet et vous intégrer dans l'accompagnement global au niveau de l'équipe innovation. Réévoquer aussi les 2 appels à projet au niveau BPI France, qui est le concours iLab destiné aux startups ou aux entreprises, enfin en tout cas en intégration ou moins de 2 ans, pour des budgets de subvention à hauteur de 600 000 euros potentiellement. Donc un appel à projet qui est certes sélectif, mais qui est un vrai boost pour les entreprises qui se lancent. Donc clôture le 1er février et l'appel à projet IDEMO qui est beaucoup plus conséquent, mais qui permet des projets, de financer des projets beaucoup plus ambitieux, individuels ou collaboratifs. Et là, avec une deadline qui s'étale au 3 mai qui va jusqu'au 3 mai 2022, pardon, mais qui vous permet également de déposer au fil de l'eau. N'hésitez pas à revenir vers moi pour avoir un soutien du pôle sur ce type d'appel à projet. Autre aide, un fonds de soutien aux médias, d'information sociale de proximité. Je vous ai mis le lien, date butoir le 28 février sur le site du ministère de la Culture. Idem, un appel à projet qui favorise la création franco-allemande de coproduction dans le domaine de la danse, du théâtre contemporain, du cirque, des arts de la rue, du théâtre d'objets et de marionnettes,
paraître un peu éloigné du numérique, mais malgré tout, il reste quelques approches assez en lien avec le numérique ou avec des solutions, soit de réalité augmentée, de réalité virtuelle ou d'interaction qui peuvent être aussi sous-jacentes. Donc là, vous avez le fonds l'appel qui est ouvert jusqu'au 7 mars, et enfin une aide à la recherche au patrimoine dans la danse, donc qui est une aide pour aider à mettre en place des outils et de capitaliser sur la connaissance dans le mouvement de la danse et ainsi de suite. Donc c'est ouvert jusqu'au 8 mars. Voilà, une des peut-être des actualités les plus riches concerne l'Europe, donc avec l'ouverture d'Erasmus+ 2022. Donc je vous invite à aller éplucher le site de l'Agence nationale Erasmus Éducation et Formation qui a été mis en ligne pour vous aider à bien comprendre les possibilités de financement concernant Erasmus. Autre appel à projet, enfin 2 grands prix ouverts dans le cadre de START, qui est une initiative de la Commission européenne qui vise à encourager les alliances entre la technologie et les pratiques artistiques, donc à mettre en avant à travers un grand prix une collaboration innovante entre des entrepreneurs et des artistes, et un autre prix qui concerne l'exploration artistique, donc qui vise à faire en sorte que des projets artistiques aient une influence sur le commun des mortels, vous et moi, donc qui prennent conscience et connaissance de l'impact des nouvelles technologies ou des technologies dans leur vie de tous les jours à travers le biais d'une production artistique. Donc date de clôture le 2 mars. Autre opportunité que j'avais évoquée le mois dernier, Média Futur, pour un incubateur, enfin un open call dans le cadre d'un projet européen qui vous permet d'être accompagné aussi accéléré sur la question des médias et l'exploitation de données notamment. Donc avec 3 possibilités d'appel à projet ou 3 tracks, un qui est sous format de résidence, un sous format d'accélération et bien évidemment un autre qui va conjuguer un peu les deux et qui va reposer sur la force du réseau. Donc clôture de cette open call le 27 janvier. Nouvelle opportunité aussi, je vous invite à aller faire un tour si vous êtes dans le question du patrimoine et de l'héritage. Un document a été mis en place concernant l'accompagnement des structures qui sont dans ce type d'innovation et sur ce type de périmètre pour comprendre comment arriver à valoriser un patrimoine, un bâtiment ou un site patrimonial à travers des nouvelles, à travers des approches créatives ou technologiques nouvelles. Enfin, non, pas encore fini. Nous avons aussi un appel à récit sur le patrimoine européen, donc qui s'inscrit dans le cadre d'un événement sur les Journées européennes du patrimoine, donc avec possibilité d'obtenir un financement sur la valorisation aussi de ce patrimoine à travers l'écrit, donc ouverture de l'appel jusqu'au 17 janvier. 2 autres opportunités que j'avais évoquées qui sont plutôt des méga projets sur la mise en place d'un OIT culture et creativity au niveau européen. Donc les OIT sont des grosses structures qui ont pour vocation à fédérer tout un écosystème autour pour le coup de la culture, de la créativité, de financer dans un deuxième temps des projets ou des approches novatrices dans le domaine concerné. Donc la clôture de l'appel pour faire partie d'un consortium dans ce cadre-là, c'est jusqu'au 24 mars. Et je vous invite aussi à prendre connaissance du New European Boss, qui est une initiative qui vise à créer un croisement entre les arts, la culture, l'inclusion sociale, la science et la technologie. Donc, vaste programme que je vous invite à prendre connaissance. Aussi, de manière à vous aider dans l'identification des aides de financement, la Commission européenne a lancé un nouveau guide interactif, donc Culture et où, qui vous permet d'identifier tous les appels à projets qui concernent les industries culturelles et créatives. Je vous invite aussi à retrouver tous ces appels à travers la plateforme européenne. La partie française d'Horizon Europe, portée par le ministère de la Recherche, a mis en place à travers, grâce à CPCN, un guide des appels à projets concernant le cluster 2, culture, creativity et une société inclusive. Comme on l'avait déjà un peu anticipé, nous, de notre côté, vous aviez déjà accès à ces appels à projets, mais je vous les remets là. Dans cette présentation, c'est tous les appels à projets justement dans le cluster 2 qui vous permettent de bénéficier de financements européens potentiels. J'en ai fini pour tout ce qui était ma présentation. Je vais passer et j'invite Alexandre
Pierre-Alex à me rejoindre et à devenir visible sur la plateforme. Voilà, Pierre est là. Et je te laisse la main, Pierre, pour parler du design de la technologie, que ce soit sur des produits, des interfaces et des expériences. Merci David et bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, je vais effectivement enchaîner avec cette petite conférence qui m'est venue. En fait, voilà, l'idée de faire cette conférence m'est venue au fur et à mesure de ma pratique professionnelle en tant que voilà, directeur d'une petite agence dans le domaine de l'innovation à Lyon, mais également en tant que professeur de design d'interaction à Strat École de Design, également à Lyon. Et voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait les notions sur le design étaient, enfin, voilà, on était vraiment coincés entre des représentations qui étaient plus anciennes et des représentations plus actuelles, et faire le lien entre les deux est pas forcément évidente. Voilà, le design a été très impacté par l'arrivée de l'informatique et du numérique en général. Et voilà, ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'était de faire une espèce de gros session de rattrapage voilà, sur cette question du design et de la façon dont le numérique a impacté tant comment dire, le fond que la pratique et les outils du design. Voilà, donc j'ai appelé cette conférence Designer la technologie, produit, interface, expérience. Donc ces trois mots-clés, je pense avec lesquels on a un peu l'habitude de travailler. Donc, comme je vous l'ai dit, le design, c'est un métier qui est doublement transformé par le numérique et la technologie dans ses fondamentaux et son expertise, mais également dans ses pratiques et ses outils dans un second temps. Voilà, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au design et puis que j'ai décidé de devenir designer, le design, c'était ça, d'accord? C'était Philippe Stark, ou alors il y avait les grands carrossiers automobiles, voilà, qui faisaient de très beaux objets. Et voilà, c'était un truc qu'on faisait particulièrement bien en Italie, le design, mais voilà, ça se faisait un peu partout sur la planète. Voilà. Et le but du designer, c'était de maîtriser parfaitement les procédés de fabrication pour arriver à faire les formes les plus belles possibles. D'accord. Sauf qu'aujourd'hui, moi, dans ma pratique professionnelle, celle que j'observe autant chez les étudiants que voilà, dans l'évolution des offres des studios de design, etc. Aujourd'hui, un designer, c'est plutôt ça. C'est-à-dire, c'est un UX, UI, voilà, qui on demande de faire des parcours utilisateurs, des user journey maps, et de générer des design systems, voilà, pour le processus de conception des produits numériques. D'accord? Donc, il y a quand même une sacrée différence entre les deux approches, alors que c'est quand même le même métier, enfin, l'un est l'évolution de l'autre. Donc, c'est pour ça que voilà, je vais essayer de vous proposer quelques clés de lecture pour voir comment est-ce qu'on relie ces deux figures de designer. Alors, la principale clé de lecture, c'est celle-ci. Donc ça, c'est un ordinateur, les premiers ordinateurs dans les années 70, voilà, quand on commence à avoir des ordinateurs qu'on peut commercialiser, et que se pose la question du fait que les gens à qui on pourrait les vendre ne savent pas du tout les utiliser parce qu'ils ne connaissent pas le code informatique. Donc, on commence à utiliser le design pour arriver à faire en sorte que les gens puissent véritablement utiliser ces objets. Bien évidemment, bon, c'est une référence qui n'échappera à personne, voilà, Apple a dès le départ été assez pionnier dans le domaine de mettre cette intelligence et comment dire, cette complexité à la portée des utilisateurs, en simplifiant autant, bien évidemment, l'intérieur des objets, c'est-à-dire les interfaces et comment est-ce qu'on va voilà, accéder à des programmes, utiliser telle métaphore pour faire en sorte que les gens puissent utiliser les produits, que dans l'objet, c'est-à-dire voilà, comment est-ce qu'on va faire en sorte que ça ait l'air simple, que ce soit facilement nettoyable, etc. Je vous propose d'interroger cette notion assez fondamentale qu'on retrouve très souvent, qui est celle du UX, d'accord? C'est une notion qui est très problématique parce qu'elle est complètement polysémique et utilisée selon les gens à qui vous parlez de façon très très différente. Voilà. Moi, par exemple, ça m'arrive souvent quand j'assiste à des conférences avec des UX designers qui sont censés être un peu le métier que je fais, entre autres, ça fait partie des étiquettes que je peux endosser, voilà, de me retrouver avec des gens qui ne sont pas du tout designers, mais ergonomes, d'accord, voilà. Or, dans d'autres cas, on est sur des gens qui sont vraiment designers, mais qui ont voilà, comment dire, une approche qui est assez spécifique.
Donc, user experience, ok, bon, ben, on va faire rapidement. Un utilisateur, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, ben, on va le définir par rapport à son client avec ce petit dessin qui a beaucoup tourné, mais que j'aime beaucoup, il raconte bien ça. L'utilisateur, c'est le bébé, donc quand on conçoit un mobile comme ceci, voilà, si on conçoit pour le bébé, eh bien, on ne doit pas concevoir un mobile comme ça, parce que sinon le bébé voit que les fesses des peluches. Donc clairement, voilà, concevoir pour le client, c'est une façon un peu ancienne de penser le design, c'est-à-dire voilà, c'est concevoir le produit beau tel qu'il est en magasin pour le séduire, alors que concevoir avec voilà, les nouvelles méthodologies du design qui sont issues de l'histoire de l'informatique et du numérique, c'est concevoir pour l'utilisateur final. Alors, on a dans cette littérature UX beaucoup de métaphores qui sont utilisées. Celle-ci est très connue, voilà, elle est assez rigolote, vous voyez, donc il y a le design qui serait un truc un peu old school, vous voyez, regardez, ils vont à gauche, alors qu'en fait les vrais gens, ils vont à droite, donc l'approche UX, elle est super bonne, et le design, c'est super nul. Voilà, bon, en gros, ce que raconte cette histoire, ce qui est un peu bête, bien évidemment, parce que la réalité, c'est qu'on a deux chemins différents. Il y en a un qui a été conçu, installé par la commune, et l'autre qui est plus un chemin hacké par certains utilisateurs. C'est ceux, notamment, qui veulent aller à droite et qui ne sont pas en fauteuil roulant, parce qu'on voit bien que le chemin de droite n'est pas du tout utilisable par n'importe qui. Donc, en gros, ce chemin, le fait d'observer cette photo est intéressante, parce que ça montre que quand on va devoir refaire l'urbanisme et les prochains tracés de voirie, eh ben, il faudra s'inspirer de ce que les gens font vraiment, d'accord? Et peut-être qu'à ce moment-là, on proposera voilà, une allée voilà, avec des traverses en bois ou en gravier pour proposer à certains de partir directement vers la droite parce que ça les gênera. D'accord? Mais ce pas deux approches qui sont. On ne peut pas opposer ces deux approches, elles sont complètement complémentaires, en fait. D'accord? Ce sont deux niveaux de conception différents. Et ça nous amène à une expérience, à une question en fait qui est assez fondamentale. Donc, c'est celle de l'expérience, d'accord? Qu'est-ce qu'une expérience? C'est là-dessus que repose la notion d'expérience utilisateur. Et du coup, voilà, on va essayer d'y répondre. Une expérience, selon voilà, la littérature, et puis bon, quand on fait l'expérience également individuelle, on peut la résumer à trois choses. Là, par exemple, vous êtes en train de vivre une expérience, moi aussi. Voilà, moi, je suis un peu comment dire, le but de mon expérience à moi, c'est d'arriver à vous convaincre, à vous amener à travers le chemin de cette petite conférence vers voilà, là où je veux vous emmener, voilà, que ce soit clair, que ce soit drôle parfois. Voilà. Et pour vous, vous êtes venu avant tout le sens de cette expérience pour vous, donc qui est le premier pilier de cette définition, c'est quels sont vos objectifs en fait en venant ici. Vous venez pour essayer d'apprendre quelque chose. Voilà. Et du coup, voilà, vous avez des sensations au cours de cette expérience. C'est ma voix, c'est les visuels que je vais vous montrer, c'est voilà, c'est également la chaise sur laquelle vous êtes assis. Est-ce qu'elle est confortable ou pas? Voilà, c'est tout ça. Et puis c'est vos émotions, d'accord? Donc peut-être qu'il y en a qui vont trouver que j'ai une voix pas très, un peu monocorde, ennuyante. Donc voilà, ça va vous ennuyer. Et puis il y en a qui vont trouver ça sympa. Et puis il y en a voilà, qui ont eu une très bonne nouvelle ce matin et du coup ils sont très très en forme et très contents. Et puis il y en a d'autres, bon voilà, ils ont le Covid, ils sont chez eux et du coup ils sont plutôt pas bien, d'accord? En fait, ça nous arrive à un point assez fondamental, c'est qu'on ne peut pas designer une expérience. Donc parler de design UX, c'est quelque part un contresens. D'accord? Tout simplement parce que dans cette définition d'expérience, on peut designer le sens de quelque chose, on peut designer les sensations éventuellement qu'on va obtenir, ou en tout cas celles qu'on va chercher à susciter. Les émotions, on ne peut aucunement travailler dessus parce qu'elles vous appartiennent. D'accord? Elles appartiennent à l'utilisateur. Donc, en d'autres termes, on peut également parler de design comme d'accès à des contenus. D'accord? Si on considère voilà, la métaphore de la consommation d'un bol, d'un petit déjeuner comme l'expérience, d'accord, qu'on cherche à obtenir, le design va s'intéresser au contenu. Donc le contenu, éventuellement, ça va être le goût, mais bon, ça, c'est pas vraiment encore trop du domaine du design. En revanche, la forme, la texture, voilà, on sent qu'on commence à rentrer dans le domaine du design. C'est pour ça que pour moi, j'ai mis cette espèce de dégradé transparent. Voilà.
plus on s'approche de la question de l'interface, plus on est très clairement dans la pratique du design. Donc là, typiquement, l'interface, ça va être la cuillère que vous allez utiliser pour manger, le bol, les emballages que vous allez utiliser pour verser vos céréales, voilà, et les sensations qui sont avec ça, c'est-à-dire le bruit qu'il va y avoir et qu'on va essayer de gérer, qui soit le plus agréable possible. D'accord. On va travailler selon le type de design qu'on souhaite faire sur l'économie de matière, de façon à avoir un pack le plus éco-conçu possible, sur au contraire le fait de créer un maximum de valeur en mettant un packaging voilà, extrêmement séducteur, etc., qui va vous faire dépenser plus de sous. Voilà. Et au final, on va avoir une expérience qui va être celle de la personne en train de consommer ces céréales, d'accord. Donc, voilà, est-ce qu'il va trouver ça bon? Mais pareil, cette personne est stressée parce que voilà, parce qu'elle elle doit attraper son train dans 3 minutes. La façon dont elle va manger et l'expérience qu'elle va vivre sera, voilà, sera quand même très différente. Donc, on peut designer en fait avec ce que j'essaie d'expliquer ici, c'est qu'on ne design pas l'expérience utilisateur, mais on design des choses qui la contraignent, qui l'entourent et qui, on l'espère, va voilà, nous amener à avoir l'expérience qui soit la meilleure possible. Connaître l'utilisateur, c'est le travail d'un chercheur en usage. En sociologie, éventuellement, ça peut être un designer. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de designers qui vont observer des utilisateurs. Moi, je le fais très régulièrement, mais ce n'est pas le cœur de mon travail. Moi, le cœur de mon travail, c'est de designer des choses. Et donc, designer, c'est la deuxième étape sur mon carnet. C'est donc designer un produit, une interface, tout ce qui se design dessus, d'accord. Donc, selon le focus qu'on va avoir en tant que designer, qu'agence, voilà, qui va faire qu'on va être plus ou moins meilleur sur le design de pièces mécaniques ou au contraire sur des éléments qui sont plus globaux, voilà, perception de la marque par exemple, etc. Et puis l'expérience utilisateur, eh bien, c'est la vie des gens et ça ne se design pas. Voilà, c'est quelque chose qui est à part, qui leur appartient et donc qu'on doit étudier de façon à créer les meilleurs produits possibles. Donc, si j'en reviens à cette représentation, voilà, qu'on retrouve un peu souvent, hein, voilà, sur, sur Internet, voilà, quand on rentre dans cette littérature et qu'on fait des recherches sur le sujet, on voit que donc on a des profils dans le design des interfaces numériques qui seraient un profil principalement UX, voilà, qui va être plutôt, selon moi, pas de l'ordre du design, mais plutôt de l'ordre de la recherche, de la sociologie, de l'ergonomie, de l'anthropologie, et à droite des UI, des UI comme on les appelle, sont plutôt en fait considérés aujourd'hui comme des héritiers des graphistes, typographes, coloristes, donc des gens qui sont spécialistes de l'apparence visuelle des choses. D'accord. Et là, c'est ce qui relie ces deux profils, entre guillemets, c'est cette notion de wireframe. Donc le wireframe, qu'est-ce que c'est? C'est la grosse maille sur un logiciel. Donc, par exemple, quand on est sur YouTube, c'est le fait qu'on ait toutes les vidéos à droite, la vidéo centrale au milieu, le contrôle, etc. Donc en gros, c'est le design général, mais pas dans les détails, et qui, selon ces représentations qui sont malheureusement assez partagées, est réalisé par quelqu'un qui, du coup, n'est pas designer. Et ça pose problème. Voilà, si on retrouve Philippe Starck et notre presse-agrumes, on voit bien qu'un presse-agrumes à gauche, le facteur de forme classique, c'est d'avoir quelque chose qui est assez là, assez bas, voilà, qu'on va pouvoir tenir, et quand on presse l'agrume, eh bien, il se verse dans un récipient qui est prévu à cet effet avec un bec verseur. Alors que, bien évidemment, le geste créatif que propose Philippe Starck dans les années 80, c'est de dire, bon, voilà, on a cette fusée, on met son verre en dessous de l'ogive, là, et voilà, et puis le jus va tomber dans ce récipient. En gros, il ne design pas le récipient, mais il design la possibilité de verser ça dans n'importe quel récipient sous ça. D'accord. Donc on voit bien que la notion de facteur de forme est primordiale ici dans le fait de proposer une expérience nouvelle en fait de ce que c'est qu'un press agrumes. Je ne rentre pas dans le fond de est-ce qu'il est vraiment pratique, etc., parce que ce n'est pas du tout la question ici, mais voilà, mais dans celle de la légitimité à designer, à proposer des formes. Donc, voilà, très clairement, il y a entre ces deux représentations une figure qui revient de plus en plus, voilà,
Alors, sous des appellations, voilà, souvent, on va les appeler, par exemple, product designer en français, euh, pour séparer de la notion de designer produit qui est designer d'objet. D'accord? Le product designer étant la version du designer produit pour des objets numériques. C'est assez complexe, je vous l'accorde. En tout cas, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que le designer de produit, c'est celui qui, à partir des constats et des analyses réalisées par les experts en expérience utilisateur, eh bien, va proposer la forme du produit, c'est-à-dire le facteur de forme, l'esquisse initiale, ce qu'on peut appeler également le modèle mental, par exemple, dans une, dans une interface. Il va travailler également sur le périmètre fonctionnel, sur l'architecture de l'information, et plus on va se rapprocher du look and feel, et plus en fonction des projets, hein, ça peut évidemment changer, mais voilà, dans les projets où c'est possible et où on souhaite avoir la meilleure, comment dire, le mieux disant, et il va lâcher le bébé à la personne qui sera responsable voilà, de l'expression de la marque voilà, et de l'aspect purement visuel, donc de graphiste, typographe, coloriste, ce qu'on relie à la notion de UI. Alors, moi, je vous dis ça, bien évidemment, parce que moi, je suis designer produit, d'accord? Donc, c'est assez important pour moi d'arriver à expliquer, bah, notamment aux étudiants, bah, quel métier ils vont faire et qu'est-ce que c'est qu'être un designer d'interaction aujourd'hui. Voilà. Donc, et de ne pas oublier notamment l'aspect créatif, en fait, de la pratique de ce métier, qui est souvent assez remisé, en fait, dans voilà, l'approche purement numérique. C'est-à-dire que en fait, l'approche numérique a complètement bouleversé la pratique du design. On est passé d'une pratique voilà, qui était extrêmement artistique, centrée sur le sens, sur la beauté, à des exigences qui sont aujourd'hui beaucoup plus proches de la lisibilité, par exemple, de la compréhensibilité d'un produit. Voilà. Et donc, c'est aussi ce qui fait que comme nos objets sont de plus en plus complexes, eh bien, le rôle du design aujourd'hui, bah, c'est plus de faire un beau canapé pour mettre dans le salon, mais de faire en sorte que Alexa, par exemple, soit quelque chose d'utilisable réellement par les gens au quotidien. Voilà, même si l'utilité de la chose est questionnable. Voilà. Donc, bah, en deux mots, moi j'ai été formé dans une école qui s'appelle l'ENSI Les Ateliers, qui est voilà, une école à Paris. J'ai bossé à Tokyo d'abord, chez Kenwood Design, les autoradios, et puis en tant qu'indépendant et freelance pour quelques studios. J'ai travaillé ensuite à Grenoble au sein d'Ixiad. Voilà, je vous montrerai un exemple de ce que j'ai fait là-bas. Et j'ai cofondé en 2015 Distorsion, qui est l'agence de design des startups de la région Rhône-Alpes-Auvergne. On a quand même accompagné plus de 80 startups depuis la création de l'agence, et voilà, et on continue. Enfin voilà, nos clients sont très fidèles. On continue à voilà, on bosse très régulièrement voilà, pour les mêmes clients. On a eu plusieurs prix, distinctions pour les designs de produits technologiques et les designs d'interface graphique. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'utilité, c'est la valeur première, c'est-à-dire que, voilà, très clairement, dans mon approche du design, c'est le fait de rendre les choses utiles qui fait que, voilà, que je fais ce métier, voilà, la façon que j'ai de le faire, et la cohérence donc de ce qu'on propose comme produit et service. Souvent, ce que je cherche à faire, c'est à identifier quel est chez un client, dans le projet d'un client, le nœud, l'ADN, c'est-à-dire le cœur de l'innovation, et on va travailler autour de ça pour articuler tout le design du produit autour de cette notion-là. Voilà. Et ben, mon approche, voilà, en termes de design et de style, ben, c'est de mettre à jour la valeur essentielle de l'innovation et de la formaliser avec un style qui va être simple, épuré et lisible, voilà, là-dessus. Alors, je vais je pense encore en 5, encore peut-être 5-7 minutes, voilà, pour terminer cette présentation et puis laisser la place à vos questions et vos remarques. Voilà. Je voulais aborder l'arrivée de 4 notions dans la pratique du design, à quel point elles ont changé l'approche du métier. Donc, c'est le prototypage numérique, l'objet connecté, et puis on va traiter ensemble réalité augmentée et intelligence artificielle. Avec le prototypage numérique, je vais vous parler d'un projet qui est 100% grenoblois.
Donc, c'est des associés de la future Nous Optics, qui est une start-up qui a bien grandi dans le domaine de la lunetterie. Et donc, ils sont allés voir l'agence dans laquelle je travaillais, donc Ixiad, en 2012, avec une demande assez simple. Ils voulaient qu'on design une paire de lunettes fabriquées en France pour moins de 10 euros. Donc, moi, très clairement, à partir de là, je ne suis pas expert en lunettes. Je récupère le projet et je me dis, bon, bah, faut tout enlever, quoi, voilà, très clairement. Donc, voilà, on enlève les branches, les articulations, enfin, tout ce qui va coûter de l'argent et de la manipulation. On essaye de voir ce qui nous reste. Ensuite, on fonce au Fab Lab et c'est là que, voilà, que la question du prototypage est essentielle. C'est-à-dire que ce projet-là, il y a 20 ans, je ne pense pas que j'aurais pu le réaliser. Tout simplement parce qu'on n'aurait pas pu avoir des prototypes suffisamment rapidement et pour suffisamment peu cher pour se lancer dans un pari aussi risqué. D'accord Et ce pari, c'est celui de faire des binocles et de jouer sur l'élasticité du plastique pour se coller sur le nez de la personne. D'accord Et du coup, on va générer plein de formes. On va aller chercher l'élasticité de plein de façons différentes. Et notamment, on va identifier, vous voyez, à un moment, il y a ces petits décrochés qui suggèrent l'élasticité qu'on va garder tout au long du projet. Je fais ça assez rapidement. L'avantage d'avoir ces prototypes, c'est que très rapidement, on va pouvoir tester auprès d'utilisateurs. Et alors, on va tester nos premiers prototypes auprès de 12 utilisateurs. Et sur 12 utilisateurs, il y en a 10 qui nous disent c'est nul. Voilà, très clairement, vos lunettes, elles sont pourries, elles ne sont pas agréables. Voilà, donc nous, on a à deux doigts d'abandonner le projet à ce moment-là. Sauf que les deux utilisateurs qui, eux, ils adorent le concept, d'accord? Et ils adorent le produit. Et du coup, on commence à creuser et on commence à comprendre pourquoi. En fait, les gens qui aiment ce produit, c'est ceux qui commencent à perdre la vue. Nous, on a été voir des gens qui portaient tous des lunettes. Moi, je porte des lunettes et je ne porte pas des binocles parce que on sait tous bien que les lunettes, c'est beaucoup plus confortable qu'un truc qui va vous pincer le nez, c'est évident. Mais quand vous commencez à perdre la vue, parce que vous avez ça peut arriver entre 45 et 70 ans, vous avez la vue qui baisse. Et pour la première fois, vous devez porter des lunettes. Et c'est une période qui est assez traumatisante. Et voilà, et typiquement, on a mis le doigt sur la cible, c'est-à-dire les gens qui ne veulent pas vraiment des lunettes, mais ils veulent simplement pouvoir lire quand ils vont au restaurant, le menu, etc. Et donc, on a identifié la cible en faisant le prototypage. D'accord C'est vraiment des choses qui sont un projet qui est très intéressant. C'est un cas d'école de ce point de vue-là. Comment est-ce que les tests utilisateurs liés au fait qu'on ait des prototypes très rapides et très peu coûteux vont nous permettre de caractériser la cible et donc de donner tout son sens au produit parce que les lunettes vont être injectées en une seule pièce. Donc, les verres vont être injectés avec le pont et la monture. Donc, on va avoir une correction qui sera standard. Ce sont des loupes. Voilà, donc on continue à travailler sur le design, je vais passer un peu vite, et puis de plus en plus, on va raffiner en termes de prototypage, voilà, jusqu'à atteindre. Alors à l'époque, on avait encore des problèmes sur les parties souples, et alors qu'aujourd'hui, voilà, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on peut même prototyper du silicone en 3D avec des résultats qui sont extrêmement proches de la réalité, ce qui a très très longtemps été un gros problème. Voilà, donc du coup, on avait voilà, mettre au point cette partie souple a été le truc le plus difficile. Aujourd'hui, ce serait plus le cas. Voilà, et donc on retrouve ces décrochés sur la fin. Résultat, voilà, il y a eu plus de 1 200 000 exemplaires qui ont été vendus principalement aux États-Unis, mais partout dans le monde, et puis un Red Dot en 2017. La notion d'objet connecté, cette fois-ci. Je vais vous montrer à travers un exemple qui n'est pas forcément l'exemple le plus attractif en termes de design, mais bon, j'ai voulu avoir voilà. Il est intéressant à raconter en fait, c'est ça qui est intéressant. Nous, là, on a hérité du projet au moment où le produit que vous voyez à l'arrière était déjà développé. Le produit, c'est un tire-lait développé par la société DTF, voilà, qui est Diffusion Technique Française, qui est une PME stéphanoise spécialisée dans les tire-laits, les pompes, etc. Et donc, le produit était déjà développé, mais les tests utilisateurs qu'ils avaient faits étaient catastrophiques parce que l'interface était trop complexe. Pourquoi? Parce que l'interface, en fait, ils essayaient tout simplement de mettre trop de fonctionnalités avec pas assez de boutons. Le contrôleur qu'ils utilisaient dessus autorisait que 6 boutons, je crois. Et du coup, avec ces 6 boutons, il fallait appuyer 3 fois sur l'un pour changer de mode. Ensuite, on réglait l'intensité, on validait et ensuite on réglait la vitesse. D'accord? Parce que c'est à peu près les deux grands réglages qu'on fait dans un tire-lait. C'est-à-dire, est-ce que je fais des grandes inspirations
ou des petites secousses, un. Voilà. Et donc, comment est-ce que je règle ces deux paramètres voilà, d'intensité et de fréquence. Et donc, ce qu'on a proposé, tout simplement, avec Charlotte, qui était mon associée à l'époque, ça a été de simplifier énormément le travail là-dessus, en ayant juste deux modes. Soit j'appelle le lait, donc voilà, c'est-à-dire la notion de stimulation, soit je tire mon lait, c'est celle de l'expression. Et donc, je passe de l'un à l'autre avec des pré-réglages liés. Et sur ces pré-réglages, je peux simplement faire moins, plus, et la fréquence et l'intensité sont liées. D'accord. Donc, on a quelque chose qui est des scénarios qui sont pré-écrits, d'accord, avec le dernier bouton en bas qui est utilisé pour passer en simple ou double pompage. Et toute la complexité, on la déportait sur une application, voilà, en se disant que les personnes qui allaient vouloir régler correctement le produit, eh bien, elles allaient faire l'effort du coup d'aller faire ça, selon la règle assez magique du 80-20, en disant 80% des consommateurs ne vont pas le faire, mais le 20% supplémentaire pourra le faire sur une application déportée. Voilà, donc ça, c'est le genre de choses où on a dû vachement se battre avec voilà, les gens, les product owners là-dessus, parce qu'effectivement, il y a la concurrence, et puis qu'est-ce qu'il faut atteindre comme spécification minimale. Et voilà, et donc c'est vrai que l'objet connecté, c'est une façon souvent de pouvoir se, entre guillemets, débarrasser des fonctions complexes sur des utilisateurs dont on sait qu'ils vont pouvoir utiliser le produit à 100%. Donc voilà, si vous repensez au magnétoscope des années 90 avec un manuel de 90 pages, bon, voilà, vous voyez que on aurait très bien pu, avec ce schéma-là, avoir beaucoup moins de boutons sur le magnétoscope et plus de fluidité. Enfin, le dernier exemple que je voulais vous donner autour de la notion d'intelligence artificielle, mais surtout de réalité augmentée, c'est pour un travail qu'on réalise depuis maintenant voilà, 4 ans d'accompagnement avec la société de Synthé, donc à Saint-Étienne, qui elle se nomme comme ça pour cette raison-là. Et IVS3, c'est un dispositif qui permet de faire de la rééducation de patients victimes d'AVC grâce à de la thérapie miroir en réalité augmentée. C'est-à-dire que la personne que vous voyez ici, eh bien, derrière l'écran, elle a son bras qui est handicapé, qu'elle ne peut pas utiliser, mais à l'écran, elle a enregistré des mouvements avec son bras sain et elle a l'impression du coup que son bras handicapé va bouger. Et du coup, ça permet d'avoir des progrès thérapeutiques qui sont très intéressants, notamment en termes de réduction de la spasticité, voilà, et puis de reprise de mouvement. Voilà. Et donc, sur ce principe-là, nous, on a dessiné l'interface, dans un premier temps, l'interface patient, l'interface pardon, des thérapeutes, voilà, parce qu'il y a beaucoup de turnover sur les plateaux d'ergo. Il fallait quelque chose qui soit extrêmement simple et clair. Et du coup, alors je vais vous montrer ça. Voilà, donc on a travaillé complètement sur la notion de réalité augmentée, tout simplement en reprenant la couleur du fond de la table sur laquelle étaient reprises les vidéos, et en enregistrant les vidéos sur cette couleur et en les mettant sur cette couleur, ça nous permettait d'avoir une interface qui ne soit pas une interface type vidéo. On ne voulait pas que les gens soient devant Premiere ou Final Cut. On voulait qu'ils soient devant une banque de mouvements, voilà, qu'il y ait tout le temps des mouvements et que les mouvements soient comme s'ils étaient, comme s'ils n'avaient pas de fin, en fait. Voilà, avec tout un dispositif qui permet de savoir pour le thérapeute que voit le patient. Donc, chaque fois qu'on a quelque chose qui est comme ça, entre pointillés, ça veut dire que sur le gros écran que voit le patient, eh bien, il voit ce que voit le thérapeute dans le pointillé. Voilà, pour faire rapidement. Et là, cette version, c'est la deuxième version du produit. Donc là, on est revenu sur le design même du produit et comment est-ce qu'on va pouvoir voilà, avoir une expression de la marque qui soit également sur le design du dispositif en tant que tel. On a eu une étoile de l'Observer du design, voilà, qui était la grande récompense française voilà, qui a malheureusement disparu en 2020. On a eu en 2019, on a eu une des dernières étoiles du design sur ce projet. Et en bas, voilà, l'écran montre pareil, une évolution du dispositif avec l'aspect progression. Comment est-ce qu'on va pouvoir voir comment est-ce qu'un patient progresse ou pas, voilà, de façon très visuelle et immédiate.
Je vous remercie pour votre attention. J'espère que c'était clair. Et voilà. Et puis j'attends vos questions avec impatience. Oui, comme disait Pierre, merci beaucoup Pierre pour cette présentation très intéressante. N'hésitez pas à transmettre vos questions via le chat, et éventuellement à partager aussi vos coordonnées ou qui vous êtes, de manière à ce que tous les auditeurs puissent échanger avec vous ultérieurement à ce webinaire. N'ayant pas encore de questions par rapport à ça, je rebondis un petit peu à la remarque de Pascal qui s'est fait au moment où tu as présenté le produit de Stark et sur le caractère inutilisable, etc. Est-ce que la fonction même de design telle qu'elle était un peu plus classique aujourd'hui a encore ses adeptes et on arrive je dirais, encore à vendre avec un beau produit, même s'il n'est pas forcément le plus fonctionnel, mais qui reste malgré tout, comme tu dis, avec cette dimension créative qui peut être aussi recherchée pour des conditions ou de valorisation sociale ou culturelle. Ouais, bah effectivement, c'est voilà, c'est un débat qui est un peu vieux comme le monde dans la profession, hein, entre l'aspect Bauhaus, voilà, qui privilégie la forme découle de la fonction, et des approches qui ont toujours été autour des arts décoratifs, voilà, tu vois, l'entrée du métro, etc. Tu vois, avec une approche qui est beaucoup plus voilà, euh, dans l'aspect décoration. Pour ma part, en fait, je pense que le gros intérêt du design, c'est d'avoir une approche qui est multifactorielle, en fait. Et du coup, on doit pouvoir, comment dire, jongler entre ces représentations. Mais le cœur de ce que je voulais dire avec cette conférence, c'était qu'effectivement, par rapport à l'époque de notre cher Philippe Stark, les exigences ont vraiment évolué. Voilà. Et aujourd'hui, quand on. Voilà, c'est une histoire que je raconte souvent, c'est un de mes confrères qui m'avait montré un dispositif médical qu'il avait designé. C'était quelque chose de vraiment superbe. Voilà, qui utilisait très bien l'injection plastique avec des plans de joints qui étaient superbes. Et il me l'a tendu et je l'ai pris et j'ai fait le geste de m'injecter et j'ai pris l'objet à l'envers. D'accord. Et pour lui, c'était pas du tout grave parce que voilà, il était un peu plus vieux que moi, etc. Alors que pour moi, c'était une faute. Voilà, j'ai dessiné dans ma carrière hein, des objets que les gens prenaient à l'envers. Et quand on en a, pour moi, quand on fait ça, quand on prend un objet à l'envers, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à bien lire l'objet. Et pour moi, c'est quelque chose qui est éliminatoire. Voilà, c'est comme ne pas lire le nom d'une marque sur un logo, quoi. À part quand la marque a extrait un nom imprononçable. Voilà, la base de ce que doit proposer le designer graphique, c'est de permettre la lecture du nom de la marque ou du produit. Donc voilà, donc en gros, ça, ce sont des exigences qui sont venues avec le fait de faire rentrer Design of Everyday Things, hein, Don Norman, de faire rentrer toute cette notion d'approche utilisateur, cette notion de psychologie dans la pratique du design pour faire en sorte que les gens sachent utiliser les trucs, quoi. Ok, merci pour cette réponse. Petite question de Pascal qui aimerait avoir un petit mot sur les aides de financement UX. Donc ça va être un petit mot parce que c'est vrai que c'est un peu le bas qui blesse sur les aides. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'aides directes sur l'accompagnement au financement d'une approche par les designers. Est-ce que tu peut-être ta casquette de designer plus pour évoquer cette question-là? Alors, justement, oui, alors c'est une très bonne question, merci. Effectivement, c'est un peu le parent pauvre, le design dans le financement d'innovation, mais c'est en train de changer. Et déjà, alors voilà, il faut savoir que la plupart, alors il faut le demander, mais le design est susceptible d'être, comment dire, d'avoir des réductions d'impôts au terme du crédit d'impôt innovation. Donc voilà, typiquement, par exemple, Distorsion, voilà, et les dépenses que vous faites avec les agences qui sont agréées CI sont déductibles. Par ailleurs, voilà, il y a ce dispositif de la BPI qui s'appelle le Diag Design, Diagnostic Design, qui se monte à 3 ou 4 000 euros pris en charge à 50% pour voilà, détecter les opportunités en design et voilà, comment dire, faire une espèce d'état des lieux de la politique design de l'entreprise ou de l'organisation, voilà, qui permet de bien travailler. Et
On vient d'avoir avec effectivement cette association là, qui s'appelle Designer Plus, dont je suis vice-président, qui est l'association des designers indépendants dans la région. Eh bien, on vient d'avoir l'autorisation de la BPI pour pouvoir le faire un peu à notre sauce, c'est-à-dire d'être moins sur une approche purement diagnostique, mais plus également sur une approche de proposition, de cahier d'idées, voilà, et d'avoir déjà du concret. Parce que c'est vrai que le design, bon, bah voilà, c'est pas des analyses ou des documents de 60 pages, ce sont des propositions réelles, c'est des logos, des formes, des maquettes, des dessins. Voilà. Et donc, on tient à ce que ça reste un travail dans lequel on a une production qui n'est pas simplement intellectuelle. Voilà. Et puis, il y a Des aides au d'autres. niveau de la région, peut-être? Pardon? Des aides au niveau de la région? Oui, alors on a également, dans certains cas, en fait, Startup Go peut être mobilisé sur des approches design, mais alors qui sont souvent plus liées à la réalisation de tests utilisateurs, etc. Mais bon, on arrive à travailler avec certaines de ces enveloppes, selon les professionnels avec qui vous travaillez. Et puis, voilà, bah, tout simplement laisser des dépenses qui sont éligibles voilà, sur une bourse French Tech. Voilà, les dépenses de design peuvent rentrer à l'intérieur. Oui, ce que j'allais dire, c'est que dans certains appels à projets, le fait d'intégrer une prestation, éventuellement d'une société de design, peut être intégré dans le projet global du projet qui sera déposé sur un appel à projet, concours iLab, R&D Booster, concours Innov, IDEMO, etc., où la prestation s'intègre dans la démarche d'innovation globale. Et là, si le cadre du niveau de prestation correspond aux limites imposées par le cahier des charges. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas d'autres questions. Moi, je voulais peut-être te demander aussi sur... Ah, si, pardon, 2 messages non lus. Non, c'était juste des messages. C'était plus par rapport à ce que tu évoques, finalement, on regroupe beaucoup de compétences. Et j'ai un peu l'impression que le designer devient comme l'architecte, en fait. C'est un peu la tête pensante et qui va agréger un petit peu un ensemble de compétences, qu'elles soient en sciences humaines et sociales, que ce soit en mécanique, que ce soit aussi peut-être en électronique ou des choses comme ça, et qui va essayer de coordonner un petit peu toutes ces approches ou toutes ces expertises complémentaires afin de répondre à la demande de son client. Et du coup, est-ce que le designer devient aussi un peu le pilote du projet et l'interface avec tous ces partenaires-là, ou ça reste malgré tout le client qui veut garder la main? Comment dire, là-dessus, il y a les vœux pieux et la réalité. Donc, voilà, très clairement, les designers, bien évidemment, aspirent à avoir, voilà, dans le processus de décision quelque chose qui est plus important. D'ailleurs, aujourd'hui, les startups, voilà, alors je ne m'en rappelle plus, il y a plein de chiffres dans le métier qui circulent, mais les startups dans lesquelles un des fondateurs est designer, bon, bah, voilà, elles ont plus de chances de réussir, elles ont plus de chances voilà, de survivre et d'atteindre leurs objectifs que celles qui n'intègrent pas le design. Donc, bien évidemment, c'est un des outils, le design, voilà, pour réussir. C'est pas le seul. Très clairement, il y a des tas d'entreprises qui s'en sortent sans designer parce qu'elles font très bien leur boulot. Voilà. Il y a des fois où c'est pas nécessaire. Faut pas être ayatollah là-dessus. Hein, voilà. En revanche, c'est vrai qu'on voit bien que Apple a fait beaucoup de bien pour faire comprendre ça. C'est que quand le designer est intégré de façon. Alors, il y a ce qu'on appelle une design ladder, donc une échelle du design voilà, qui explique comment est-ce que le design est intégré dans l'entreprise. Voilà, c'est le centre danois du design qui a créé cet outil qui permet de détecter en fait si c'est une direction, voilà, si c'est une des directions, typiquement, est-ce qu'il y a une vraie comment dire, dans l'exécutif de l'entreprise, est-ce qu'il y a une vraie place laissée à des designers dans la prise de décision stratégique ou s'il est utilisé de façon purement cosmétique, voilà, bon, il faut que ce soit joli, on a repeint les locaux en bleu parce que c'est apaisant. Voilà. Et donc, il y a toute une échelle voilà, qui permet de déterminer comment est-ce que le design est intégré dans l'entreprise. Mais c'est vrai qu'en général, bon, plus le design est intégré dans l'entreprise et plus on a des chances de succès parce que notamment, c'est vrai que c'est un des comment dire,
un des métiers qui permettent vraiment de penser de façon assez globale voilà, le produit de l'entreprise. Voilà, aujourd'hui, moi, c'est vrai que c'est un peu dans la lignée d'un Jean-Louis Fréchin, qui est un des papes du design numérique en France, qui est un de mes profs à l'ENSI. Je pense que voilà, le designer, c'est celui qui a une vision du produit qui est la plus large possible parce qu'il est en même temps effectivement ingénieur. Il est en même temps du côté de la technique, du côté de l'utilisateur et avec une pensée artistique et commerciale qui est assez développée. Voilà, donc c'est vrai que c'est des profils souvent assez généralistes qu'on va retrouver. Voilà, avec des spécialisations qu'on va chercher au coup par coup, voilà, sur du motion design, par exemple, ou du design. Moi, je travaille beaucoup avec, par exemple, avec une coloriste à certaines étapes pour avoir voilà, des couleurs qui soient le mieux possible. Quoi, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, David. Il me semble que oui. Bien. De toute façon, nous sommes au bout du bout de ce webinaire. Donc, je voulais déjà te remercier de nouveau très chaleureusement. Bah, Euh, merci pour ton Remercier aussi invitation. également ma collègue Nathalie qui est au pilote de technologie, qui est logistique de ce webinaire. Vous Très remercier aussi à tous et à toutes. Il y aurait plein d'autres questions sur le design, on n'en doute pas, notamment sur les questions aussi de recyclabilité et d'approche aussi de design qui intègrent ces dimensions-là, mais on va pas tout donner aujourd'hui avec Pierre, on va regarder un petit peu sous le capot pour d'autres webinaires sur le design. Encore un grand merci. Moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain sur un nouvel opus consacré à l'innovation dans les industries culturelles et créatives. À très bientôt. Merci, au revoir.